T'as des mecs qui te dézinguent sur une vidéo YouTube. Au bout de 3-4 mois, j'ai arrêté avec les commentaires. T'as beaucoup de fous. T'as des mecs qui veulent t'apprendre comment jouer au tennis alors qu'ils sont 34, ils ont la bière, ils sont dans le canapé, ils sont devant l'ordinateur. Je pense qu'au début, les joueurs de tennis qui viennent au paddle, ils se voient peut-être un peu trop beaux. Comme je dis, je vis pas pour les abonnés. Un joueur qui est 45, mais qui a zéro communauté, une marque qui a l'intérêt pour elle de lui donner de l'argent. Et ça a pris. Si en fait j'étais le seul au monde à faire ça, je t'avoue que si j'avais été 80 mondial à faire les plus gros tournois du monde et gagner plein d'argent, bah, j'aurais évidemment continué. Les frais au tennis, ça faut oublier. Tu les payes quoi qu'il arrive. Et puis bah mine de rien, ce que je fais, moi c'est un kiff, mais mine de rien, c'est aussi un business. Si je veux être top 10 un jour, je fasse 100% de circuit FIP. Objectif à 1 an, top 100 français, 2 ans, top 50 français, 3 ans, top 10 français. Bah là, au bout d'1 an de pratique, j'espère quand même ne pas être au bout de ma limite, quoi. Le paddle n'a pas besoin de pub, il a besoin de vérité. Je m'appelle Franck Paes et voilà pourquoi j'ai créé Alpha Paddle Podcast. Ici, on parle vrai. Aujourd'hui, je reçois un profil à part. Ancien joueur de tennis professionnel classé 203e mondial, rien que ça. Et aujourd'hui, joueur de paddle déjà dans le top 50 français. Mais surtout, c'est quelqu'un qui a réussi une transition rare. Passer d'une carrière de sportif de haut niveau à une nouvelle vie entre compétition et création de contenu. On va en parler. Avec une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes sur YouTube, il documente aujourd'hui son parcours et sa progression dans le paddle. Jules Marie est avec nous aujourd'hui. Comment tu vas, Jules ? Ça va super et toi, Franck ? Ça va super. Est-ce que c'était... Belle intro. Ouais, c'est une bonne intro ? Ouais, c'était bien, très très bien. Est-ce que tu veux la compléter ou ça te paraît clair ? Non, c'était clair, concis, droit au but. On va droit au but. Écoute, on va commencer directement avec la première question. Comment tu passes concrètement d'un joueur classé 203e mondial au tennis à joueur de paddle aujourd'hui ? C'est quoi le déclic ? Alors, quel a été le déclic ? Écoute, alors, moi, j'ai repris le tennis, le circuit ATP, le circuit pro à 30 ans, non classé, objectif Grand Chelem. Ça a duré 3 ans. J'ai fait 3 Grands Chelems sur 4. Donc, à 33 ans, il se trouve que je crois que c'était en août 2024. Je vais à l'US Open, je rentre pas, donc c'est le dernier Grand Chelem de l'année, je rentre pas, j'ai fait les 3 premiers de l'année. Je reste 2 dehors alors que je vais à New York pour le faire. 2 alternate, 2 sur liste d'attente. Et puis, donc ça, après, je rentre en France. Et là, il y a 5-6 mois où je joue pas très, très bien. Et au tennis, comme d'ailleurs dans le paddle, on doit défendre nos points tous les ans. Et quand on joue pas très bien pendant 6-7 mois, malheureusement, on perd des points, on perd des places au classement. Et une petite baisse de motivation. J'ai 33 ans, je joue des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, qui physiquement sont suraffûtés, alors que moi, à 33 ans, je commence à avoir un peu mal au dos le matin quand je me réveille. J'ai réussi, je trouve, mon objectif de faire du contenu sur YouTube et d'avoir remonté, d'être remonté de 200 mondial, d'avoir fait les grands chelems. Et voilà, et je repars sur une saison 2025. Donc le décembre 2024, je vais à Caen, chez moi, faire physique, tennis tous les jours. Et il se trouve que là-bas, il y a tous mes potes qui font du padel. Et du coup, je fais aussi du padel tous les jours. C'est en quelle année, tu m'as dit ? En décembre 2024. Ok. Et le truc, c'est que j'adore le padel. J'en fais tous les jours avec mes potes. Et il me chauffe un petit peu. Ouais, même si tu t'y mets, tu seras jamais top 100 français, etc., etc. Et moi, dans ma tête, je me dis, non, mais c'est pas possible. Enfin, si je m'y mets, pour sûr, je suis top 100 français dans 6 mois. Enfin, ça me semblait évident. Et puis, je reprends le circuit ATP en janvier. Je joue pas très bien. Et en fait, en février, j'en ai complètement marre. Marre de voyager dans tout le monde entier, faire les tournois. J'étais descendu, je crois, 300 mondial. Et pour faire les grands chelems, il faut être 230. Mais c'est un énorme gap au niveau des points. Et je me dis, allez, j'ai fait mon temps, j'ai validé mes objectifs, j'ai envie de me lancer dans le paddle. Faire du paddle, j'adore ça, et j'ai envie de voir où je peux aller, quoi. Et puis aussi moins voyager, rester qu'en France, etc., etc. Et c'est là où j'ai commencé avec le paddle, voilà. Donc faire la transition sur ma chaîne YouTube, faire une vidéo exprès pour expliquer mes choix, et puis commencer le circuit français paddle. 33 ans, c'est vieux pour le tennis ou c'est pas vieux ? J'ai aucune notion. C'est de moins en moins vieux. Là, j'ai 34 ans. Ouais, non, c'est de moins en moins vieux. Mais je t'avoue que si j'avais été 80 mondial à faire les plus gros tournois du monde et gagner plein d'argent, j'aurais évidemment continué. Si tu veux. Mais là, étant 250, 280, 300, gagner 100 € si tu perds au premier tour d'un tournoi au Portugal,
Voilà, c'est bon. C'est-à-dire que quand t'es moi je précise que je connais rien au tennis, j'ai jamais fait de tennis. Ouais. Donc quand t'es 200 mondial, tu as envie du tennis ou c'est un peu entre les deux? Tu as envie, parce que les prize money ont largement augmenté depuis pas mal d'années. Donc ça veut dire que même si tu vas pas au bout du tournoi, tu t'es quand même défrayé de tes frais, tu gagnes quand même des sous? Non, les frais au tennis, ça faut oublier. D'accord, tu les payes quoi qu'il arrive. Okay, ton coach, tu le payes. Okay. Par contre, quand tu es dans les 200 premiers joueurs du monde, tu peux faire les qualifs de Grand Chelem. Donc il y en a 4 dans l'année, Roland Garros, Wimbledon, Open Australie, l'US Open à New York. Et même si tu perds au premier tour, tu prends un 20 000 €. D'accord. Voilà. Okay. Donc x4. Et ça, c'est que si tu pars premier tour. Donc si tu passes un tour, 2 tours, si tu qualifies, ça peut être le jackpot. Si tu qualifies, tu prends 100 000 €, quoi. À peu près. 80 000 €. 100 000 $, je crois. Et donc voilà, donc c'est là où c'est intéressant. C'est pour nous faire les grands chelems, mais les qualifs, et puis peut-être se qualifier, quoi. Et puis à côté de ça, tu as tous les tournois durant l'année. Tu fais des challengers quand tu es dans les 200 premiers joueurs du monde. Et bah, c'est pareil, les prize money ont vraiment augmenté. Donc même si tu pars au premier tour, tu peux prendre ton 1 000 €. Et si tu gagnes, bah, tu peux faire entre 6 000 et 25 000 € en fonction du challenger. Bref. Mais voilà, 200 mondial, aujourd'hui, tu y vis. Après, tu as beaucoup de frais, hein, attention, mais tu y vis. Ok. Et ça faisait combien de temps que tu joues au tennis? Alors moi, j'ai eu 2 carrières. Donc j'ai eu une première carrière de 2010 à 2015. Après, j'ai arrêté parce que ça coûtait trop d'argent. Je croyais plus en moi pour être dans les 100 premiers joueurs du monde. Et marre de voyager. Parce que c'est quand même tu prends l'avion quand même toutes les semaines. Tu restes 3 semaines sur place, tu reviens 2 jours, tu repars 2 semaines. Enfin, voilà. Donc 2015, première carrière. Après, j'ai arrêté 2015-2022. J'ai fait les plus gros tournois de France, hors circuit ATP. On appelle ça des tournois prize money. Voilà. Donc c'était que le week-end. En semaine, j'ai passé mon DE, je donnais des cours. Attends, ça c'est hors circuit ATP, il existe des compétitions parallèles? Mais comme le circuit padel en France. Ah oui, d'accord, ok. C'est pareil, t'as le flip et t'as le circuit. C'est ça. Voilà. Sauf qu'au tennis, par rapport au padel, c'est que t'as de l'argent à gagner. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, au tennis. Et tu peux très bien gagner si tu joues très bien. D'accord, ok. Voilà. Et moi, j'ai très bien joué pendant 6 ans. Ok. Voilà. Et puis, il se trouve que mon frère a lancé une chaîne YouTube en 2020 pendant le Covid. Il a commencé à faire des vidéos. Je suis intervenu sur les vidéos. On s'est dit comment on peut avoir du contenu facile et régulier. Eh bien, moi, à l'époque, je faisais du coup les tournois français. Bah, en fait, en faisant des vlogs sur ma vie de tennis en France. Et ça a pris. En fait, j'étais le seul au monde à faire ça, donc en France aussi. Et ça a pris. Les gens ont aimé. J'ai fait des vlogs en tant que sparring à Roland Garros. Et puis, j'ai gagné le plus gros tournoi de France en décembre 2021. Voilà, à l'Open de Caen, donc chez moi. J'ai gagné 3 top 50 ATP. Okay. Goffin, Pouille, Humbert. Et du coup, en janvier 2022, je me suis relancé sur le circuit ATP, non classé, objectif Grand Chelem. On embauche un vidéaste à plein temps, full time, et on documente tout sur YouTube. Défaites, victoires, doutes, blessures, etc. Ça, t'étais le seul à le faire, ça? Ouais. Parce que j'ai remarqué que déjà dans le paddle, on en avait discuté, mais à l'époque, t'étais venu avec, je crois que le Chiquiter, t'étais venu à Paddle 95, et j'avais très rapidement discuté avec toi et avec ton vidéaste. Ouais. Et c'est vrai que j'avais remarqué très rapidement que t'étais le seul à professionnaliser tes vidéos sur YouTube. Ouais. Alors quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est juste qu'on voyait vraiment qu'il y avait un soin dans les vidéos. Donc t'étais déjà le seul à le faire au niveau tennis? Au tennis, ouais. Quand j'ai commencé, en tout cas en France, j'ai été le premier à faire ça, et même dans le monde. Après, il y a eu d'autres personnes qui l'ont fait. On a vu Gaël, mon fils, qui commençait à le faire. Il me semble qu'il y a peut-être Musetti qui l'a fait un peu, ou Olgorin, je sais plus. Il y a eu, ou non, c'est qui? Je sais plus. Non, c'est pas Zverev. Bon, bref, je sais plus trop. Mais et puis après, il y a eu plusieurs personnes qui ont commencé, à faire des vlogs, etc., etc. Mais en tout cas, moi, j'étais le précurseur et puis voilà. Et puis effectivement, moi, j'avais un vidéaste. J'ai un vidéaste quand même qui est pro, qui a du matos, qui coûte cher, donc bonne qualité, etc., quoi. Donc tu as transféré ça du tennis au paddle tout simplement en fait. Exactement. Voilà, c'était la transition. J'ai dit je fais pareil au paddle et je documente. Objectif à 1 an, top 100 français, 2 ans top 50 français, 3 ans top 10 français. Ok. Là t'es combien à l'heure actuelle? Je suis 45 et ça fait 1 an. Ah, chatte. Quand tu arrives dans le paddle, tu l'as dit, tu pensais très vite que tu allais arriver top 100. Oui. Ouais. Donc tu penses que ça va être simple? Ou tu prends une claque à tes premiers tournois? Je me dis pas ça va être simple.
Mais je me dis avec mon niveau de tennis, parce qu'en fait, il y a plein de gens, quand ils m'ont vu jouer au début, forcément, je savais pas défendre les vitres. Mais comme toute personne qui commençait pas d'elle, tu sais pas défendre les vitres. Donc, ok. Mais sauf que j'avais une qualité d'attaque au filet très bonne par rapport à ceux qui commencent. Oui. J'avais une très bonne volée tout de suite. Et en ce match, j'étais ok. J'avais un bon pétard, mais il fallait que je comprenne un peu les par 3, la zone, etc. Quoi. Et donc, je me suis dit, en fait, juste avec ça, en fait, je peux monter top 200, top 150, top 100. Voilà, en jouant régulièrement, évidemment en progressant un petit peu avec les vitres, évidemment, mais rien qu'avec cette attaque, je peux déjà faire mal, quoi. Voilà. Ok, et t'as commencé directement en P500 ? Ouais, P500 direct, en fait, j'ai été assimilé 600. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ah oui, avec ton classement, normal. Oui, exactement, pour pas faire justement les P100, P25 et P250. Donc voilà, les 2 premiers P500 que j'ai fait, je les ai gagnés. Bim. Voilà, avec un pote à moi qui s'appelle Hugo. Qui fait beaucoup de chat, tout ça. Qui était 300. Oui, c'est beaucoup de chat. Beaucoup de chat. Non, mais c'est vrai, beaucoup de chat. Et après, je me suis dit, voilà, je vais pas commencer les P1000 ou quoi, parce que je pense que je me suis dit, je suis pas du tout assez fort pour faire P1000. Par contre, je vais ici gagner les 12 P500 rapidement et après passer au P1000, étape par étape. Okay. Donc, je me suis dit 12 P500 d'abord, après stage en Espagne et après P1000. Voilà. Et les 12 P500, je les ai gagnés peut-être en 4 mois, on va dire, un truc comme ça. Okay. Aujourd'hui, tu as gagné P1000 ? J'en ai gagné 2. Oh, okay. Ça commence à faire. Notez dans les commentaires, ça fait vraiment beaucoup de chat. Ouais, c'est vrai. C'est quoi les différences les plus marquantes que tu trouves entre le tennis et le paddle ? Dans quoi ? Dans le jeu ? Dans le jeu. Dans le jeu, déjà, c'est qu'on est 2. Hein, parce que ça, moi, au tennis, j'ai fait que du simple. Je n'ai pas fait de double. Donc ça, pour moi, c'est une grande différence. Avantage ou inconvénient ? En avantage ou en inconvénient ? Les deux. Les deux. Si tu joues avec le chiquiteur, il fait que des fautes, c'est un inconvénient. Voilà. Si tu joues avec d'autres mecs, Tapia, il fait que des par 3, c'est un avantage. Ouais. C'est une chiquiteur à Tapia, c'est exceptionnel. Et la différence, c'est évidemment les vitres. Hein. Jouer avec les vitres, donc apprendre à défendre les vitres. Hein. Je suis encore en pleine formation. C'est pas encore mon point fort, évidemment. Donc ça, grosse différence. Et puis, évidemment, la tactique, quoi. Joueur de droite, joueur de gauche, le rôle du joueur de droite, ce qu'il peut faire, le rôle du joueur de gauche, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut créer, etc. Tout ça, en fait, jouer en synergie, super important, quoi. Et tu dirais que la technique est supérieure, que la tactique est supérieure à la technique dans le paddle, à l'inverse du tennis ? La tactique est supérieure à la technique au paddle ? Ouais. C'est une bonne question. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. C'est-à-dire qu'en gros, un mec, j'apprends les expressions, moi, des mecs du tennis aussi. Un mec qui est broché, il peut être très très bon au paddle. Je vois rarement de mecs brochés. Ah ouais ? En fait, les seuls mecs que je vois brochés, c'est les pongistes. C'est les pongistes ou les mecs, évidemment, qui viennent pas du tennis, qui n'ont pas une technique, qui n'ont pas appris la technique un peu volée, même coup de fond de cours avant la vitre ou quoi. Mais globalement, ceux qui viennent du tennis, ils sont pas brochés, quoi. Ils ont tous une technique très correcte, tu vois. Ok. Est-ce que ton passé de joueur de haut niveau t'aide vraiment ou pas tant que ça au final ? Si, je trouve, parce que tu sais, il y a l'adaptation, les séances d'entraînement à gérer, les moments importants sur les matchs. Tout ça, c'est des choses que j'ai développées. C'est pas des qualités innées, c'est des choses que j'ai développées au fur et à mesure de ma carrière de tennis. Je pense forcément que ça se transpose au paddle, sur le court, à l'entraînement, tu vois, je pense. Et quand tu étais joueur de tennis pro, tu avais un coach ? J'ai eu un coach pendant 10 ans. Et quand j'ai arrêté, période de 6 ans, là, où je jouais qu'en France, j'en ai pas eu. Et après, quand j'ai repris, j'en ai pas pris. Okay. Parce que je voulais remonter de moi-même à mon classement que j'avais en 2015. Donc 228e mondial. Et je me suis dit, à ce moment-là, je prends un coach. En fait, je suis monté 203 et j'ai pas pris de coach. Et tu avais préparateur physique, préparateur mental, ou tout ça s'est réuni dans ton coach ? Comment ça se passe ? Je suis parti au bout de 9 mois. En fait, j'ai commencé en 2022. Et en septembre 2022, je suis parti à Mouratoglou. Okay. C'est une des plus grandes académies du monde pour le tennis, dans le sud de la France. Je suis parti là-bas. Et là-bas, il y avait bien sûr coach physique et entraîneur tennis, quoi. Et tu penses que ça, t'en aurais besoin aujourd'hui si tu voudrais passer un cap en tant que joueur de paddle ? Oui. Ouais, complètement. Ouais. Moi, j'adorerais qu'à Paris, il y ait une académie de paddle. Entraînement tous les jours de 10 à 12, de 16 à 18, un petit physique 1 heure de 9 à 10, j'en sais rien, mais j'adorerais. Ah ouais. Ok. Parce que j'ai vu que les pros, ils ont carrément
le coach qui est sur le côté, qui leur donne toute la tactique et tout. Bien sûr. Paddle, ouais, C'est ça. Moi, en fait, je veux. C'est très bien. Moi, je fais beaucoup de parties d'entraînement avec des très bons joueurs ici. Mais ce que j'aimerais, c'est des séances dirigées avec le coach qui est sur le court derrière. Tu as 2 joueurs en attaque, 2 joueurs en défense. Et puis, tu as une séance dirigée. Et puis, voilà. Puis, il y a un point qui se passe. Et le coach, il te dit un peu ce qui s'est passé, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait améliorer, ce qui est bien, etc. Okay. Ça, c'est de l'entraînement. Ouais. Aujourd'hui, être top 50 français, ça représente quoi concrètement en termes de niveau si on se place sur une échelle mondiale ? Échelle mondiale ? Ouais. Top 50 français ? Ouais. Ah bah là, écoutez, j'ai pris mes 6 premiers points FIP avec le Chiquiteur au FIP Silver de Caen. Ça équivaut à quoi ? 6 points FIP, comment ça se fait ? Ça se fait le classement ? Imagine-toi qu'une personne, elle connaît pas tout ça. Comment ça se passe les points en FIP, tout ça ? Alors ça, je suis pas encore assez expert pour savoir, mais je crois que je dois être, je sais plus, 1500 mondial, on va dire. Okay. En gros, 1500 mondial. Ça correspond. Je sais pas combien il y a de joueurs classés mondialement. Dites-nous en commentaire si vous savez. 6 points en FIP, quelle catégorie ? Silver. Mais ça fait du coup 6 points en FIP, quoi. Ok. Et ça fait que Silver, ça veut dire que tu as fait quoi ? Tu as fait quart, demi ? Alors, déjà, il y a plusieurs catégories. Il y a FIP bronze, la plus petite catégorie, FIP Silver, FIP Gold et Platinum. Et après, il y a premier paddle, P2, P1. Et bien sûr, après, les majors, grand chelem au tennis. Okay. Donc moi, FIP Silver, donc on a passé par bail, on va dire, par bail, notre premier tour, parce qu'il n'y a pas assez de joueurs dans le... Tu aurais pu le faire d'ailleurs, le film. Pas assez de joueurs dans le tournoi. Appelle-moi la prochaine fois que t'as un tuyau. Non, d'ailleurs, on n'a pas passé par bail, je suis bête. Si, je sais plus. Non, passé par bail, d'ailleurs, on a gagné un match, un deuxième, on s'est qualifié. D'ailleurs, on est rentré dans le tableau final et on a joué contre 2 top 120 monde. 2 Hollandais, les numéros hollandais, avec le Chiquiteur. Et on a perdu 7-5, 7-5. Un beau match. Donc c'est quand même pas mal pour... moi, je commence depuis 1 an, Chiquiteur peut-être depuis, je sais pas, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans peut-être, je sais pas. 120 mondes, c'est quand même solide, quoi. Hein. C'est pas mal. Sachant que ces joueurs avaient gagné les meilleurs français. Donc on s'est dit... Bon, tout le monde sait que, c'est ce que je dis depuis 4 ans, mais sur un match, tu peux battre tout le monde. Mais est-ce que sur 10 matchs, on aurait fait 7-5, 7-5 ou est-ce que, tu vois, sur 2-3 matchs, on n'aurait pas pris 1 et 1 contre des mecs comme ça ? Je sais pas, mais en tout cas, 5 et 5 contre 2 mecs 120 mondes, c'est pas mal. Ils font quoi après, eux, dans la compétition ? Ils perdent juste après contre 2 joueurs français, pour le coup, en 3-7. Ok. Quand tu viens du tennis et que tu as eu un tel niveau de classement et aussi une renommée, parce que grâce à ta chaîne YouTube, évidemment, c'est de la visibilité, comment ils voient ton arrivée, les joueurs de paddle ? Ils se posent beaucoup de questions, je pense. Alors, il y a eu 2 camps. Hein. Jean-Marie sera jamais... En fait, j'ai annoncé top 100 au bout d'1 an, top 50 au bout de 2 ans, top 10 au bout de 3 ans. Donc, il y en a plein qui m'ont dit top 10, impossible. D'ailleurs, la plupart, je pense. Ceux qui sont lucides, top 100, évidemment. Et top 50, je sais pas trop ce qui se disait, quoi. Mais il y en a. Alors, après, je pense que ça a été bien vu dans le sens où il y en a plein qui ont dit il va mettre de la lumière sur ce sport, le paddle, qui est en train d'émerger. Et donc, c'est super pour le paddle, quoi. Et puis, donc, je pense que ça a été bien vu, je pense. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses encore pouvoir franchir un vrai cap ou tu te rapproches de ta limite ? Là, au bout d'1 an de pratique, j'espère quand même ne pas être au bout de ma limite, quoi. Je peux encore... là, je suis encore aux prémices de ce que je fais en défense, par exemple, après les vies et tout. Je suis pas encore à l'aise. Donc, en fait, je pense que je vais atteindre une potentielle limite dans 2 ans, je pense. Je pense qu'il faut me laisser 3 ans de pratique, je pense. Ok, tu pourras aller choper le top 10. Le top 10, en fait, je peux que le choper si je fais 100% de circuit FIP. Ah oui, ok. Et encore, c'est pas une garantie. Hein. Si je veux être top 10 un jour, il faut que je fasse 100% de circuit FIP. Okay. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire ? Repartir à l'étranger, faire le tour du monde, etc. Je sais pas. Voilà. J'ai aussi... Voilà. Je comprends. À voir. Mais en tout cas, on va en faire cette année avec le Chiquiteur. On va en faire, je pense... on aimerait bien en faire une petite dizaine, je pense. Comment tu juges le niveau du paddle français aujourd'hui depuis ça fait 1 an, tu m'as dit que tu jouais ? Oui. Depuis 1 an, comment tu vois évoluer les joueurs, que ce soit dans ta catégorie, dans des catégories en dessous, dans des catégories au-dessus ? Déjà, quand j'ai commencé, je me rappelle, je crois qu'il y avait 80 000 licenciés. Maintenant, il y a quoi ? Tu dois savoir. 110 000 compétiteurs. Voilà, 110 000. C'est ça. Donc déjà, il y en a eu 30 000 en plus. Moi, je regarde un peu les barèmes, parce que ça m'excite un petit peu tous les mois de savoir combien je vais être, avec combien de points, etc. Et je vois que les barèmes sont de plus en plus durs.
Moi, au début, quand je me suis dit, je vais essayer de gagner 12 P500, donc 6000 points, pour être 200 français. Je crois qu'aujourd'hui, pour être quand tu as 12 P500, donc 6000 points, tu es 260 français. Ah oui. Donc c'est en train de reculer. Donc c'est de plus en plus dur. Moi, je trouve que le niveau, depuis 1 an que je joue, a augmenté. C'est-à-dire que tous les, par exemple, en PMI, je trouve que il y a match à chaque fois. Tous les joueurs sont bons. Ils peuvent tous faire quelque chose et c'était pas le cas avant. Quand j'en parle à des joueurs qui jouent depuis 3, 4, 5 ans. Tu parles tableau final ou qualif? Tout tableau final. Ouais, tout tableau final, ouais. Donc le niveau a augmenté, ouais. Et après, quand je parle des top players, on commence à avoir des bons mecs qui peuvent rivaliser. On a vu Guichard et Blanquet, là, qui ont pris un set à Tapia Coelho quand même. Faut quand même le faire, même si en face, effectivement, je pense pas qu'ils étaient à 100%, etc. Enfin, 100%. Je parle dans la tête. Parce qu'ils avaient vraiment envie de gagner. Mais quand même, il faut le prendre, le set. C'est comme moi, l'Open de Caen, je me rappelle, quand j'ai gagné les 3 top 50, là. Évidemment, Goffin, Pouille ou Humbert, c'était pas l'objectif de l'année pour eux de gagner l'Open de Caen ou de battre Jules Marie à l'Open de Caen. N'empêche qu'ils ont un ego, ils ont pas envie de perdre. Mais voilà, je l'ai pas battu à Melbourne sur un grand chelem. Je pense que c'est pareil pour, tu vois, Tapia Coelho. C'était pas leur objectif de battre les mecs ou de gagner, voilà. Mais n'empêche que le set, il faut le prendre. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, ça dépend du point de vue que tu te places. Pour eux, perdre un set, ils s'en foutent. Oui. Toi qu'ils ont gagné. Et pour les autres, gagner un set, c'est important. Bien puis, sûr. Voilà, même psychologiquement, c'est hyper important comme des top joueurs. Est-ce que le paddle aujourd'hui est assez structuré pour permettre à des joueurs d'en vivre? Ah non, alors pas du tout. C'est-à-dire que moi j'ai commencé les P1000. En fait, on peut pas en vivre. Enfin, je veux dire, il y a pas de gain, il y a pas de prize money pour l'instant. Enfin, c'est P1000, il y en a quand même. À partir de P1000, t'en as. Enfin bon, c'est combien? Ouais, c'est 200 balles. Si tu gagnes? Bah ouais, je crois. Ouais, il y a eu un peu plus déjà. Mais je veux dire, tu peux pas en vivre, quoi. Faut payer le loyer, faut manger, enfin, tu peux pas. Et puis, il faut gagner le P1000 pour gagner, on va dire, 400 balles. Mais même en 1500 ou en 2000, il doit y avoir quand même des points. Ouais, il y a un peu plus. Mais parce que P2000, il n'y en a que 4 dans l'année. Ouais. Puis c'est quand même les meilleurs, il y a quand même les meilleurs français, donc il faut quand même gagner. Si tu perds en quart, ce qui est un bon résultat, je sais pas comment tu prends. Franchement, tu dois prendre peut-être 100 balles, ou je sais même pas. Donc pour l'instant, il y a pas grand-chose. Tu peux pas en vivre du tout, quoi. Même avec tout ce qu'il y a autour? C'est-à-dire ce qu'il y a autour? Les sponsors. Pour moi, tu parles? Ouais, je parle en général pour le joueur. Tu vois, j'avais Camille Sirex qui avait répondu. Elle disait qu'elle galérait un peu, mais qu'il y avait quand même beaucoup de sponsors qui l'aidaient. En fait, les sponsors, c'est quoi? Les sponsors, ils veulent quoi? Ils veulent soit un très bon joueur, Camille Sirex, soit un joueur qui est un peu moins bon, mais qui a une grosse communauté. Ou soit les deux. Tu vois? Mais un joueur qui est 80, qui est 45, qui est même 30, mais qui a zéro communauté, une marque, quel est l'intérêt pour elle de lui donner de l'argent? Bien tu sûr, vois? bien sûr. À moins qu'il ait un vrai projet, circuit FI, puis qu'il se lance et tout, mais tu vois, la marque, il va pas. Elles sont pas folles, les marques, elles vont pas donner de l'argent à quelqu'un si en retour, il n'y a pas de la visibilité, on le voit pas quelque part, le gars, tu vois. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives à vivre du paddle? Moi, oui. Moi, oui. Mais pas grâce au prize money. Oui. Grâce à le travail que je fais sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram. Et c'est du travail tous les jours, ça. C'est du travail quotidien. En fait, c'est ta carrière de joueur, t'amène de la visibilité, ta visibilité t'amène des sponsors qui te permettent d'en vivre, en fait. En gros, c'est ça. C'est ça, ouais. Okay. Et moi, je donne de la visibilité aux marques qui m'aident financièrement, en fait. Tu avais déjà une grosse communauté avec le tennis. Comment tu as réussi à faire la bascule vers le paddle? Est-ce que tu as senti que tu as perdu aussi des gens? Écoute, ça s'est fait naturellement. Je l'ai annoncé. Je me suis dit, à ce coup, je vais perdre 10 000 abonnés sur YouTube. J'en sais rien. Mais moi, je vis pas pour c'est pas ma priorité 1, les abonnés, si tu veux. Moi, je veux faire ce que j'aime. Tu vois? Donc là, tennis, j'en pouvais plus. Je voulais faire du paddle. Bon, voilà, tant pis, je fais du paddle. Si je perds 10 000 abonnés, c'est pas grave. C'est comme ça. Les gens, ils me suivent parce qu'ils aiment me suivre, tu vois. Et puis, il y en a qui sont partis, forcément. Il y en a qui détestent le paddle, voilà. Il y en a qui s'en foutent et qui aiment bien suivre Jules Marie. Et puis, il y a des full paddlistes qui sont venus parce qu'ils ne connaissaient même pas du tennis, tu vois. Donc, je pense, toi, il y a eu un petit tri, quoi, mais voilà. C'est quoi
les avis les plus ouf que tu as eu sur tes vidéos? Tu as déjà eu des avis où des commentaires où tu as des mecs qui te lâchent vraiment des trucs de ouf, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Alors, c'est très simple, je vais t'expliquer. Forcément, quand tu commences une chaîne YouTube, au début, tu regardes que ça, que les commentaires. Parce que c'est ce qui va te donner un feedback de la vidéo, des trucs et tout. Et quand j'ai commencé le circuit ATP, les 3-4 premiers mois, j'ai regardé les commentaires. Sauf qu'en fait, au bout de 3-4 mois, j'ai arrêté de regarder les commentaires. Parce que t'as beaucoup de fous. En fait, les gens pas fous ne commentent pas. Parce qu'ils kiffent la vidéo. Puis voilà. T'as déjà commenté une vidéo YouTube, toi? Ouais, mais c'est pour encourager. Encourager. Voilà. Ouais. Mais t'as des mecs qui te dézinguent sur une vidéo YouTube. T'as des mecs qui veulent t'apprendre comment jouer au tennis alors qu'ils sont 34, ils ont la bière, ils sont dans le canapé, ils sont devant l'ordinateur et ils pensent t'apprendre à jouer au tennis alors que j'étais quand même 26e français, tu vois. T'as des mecs qui sont horribles, ils t'insultent, ils te critiquent, ils font que ça. Enfin, c'est une horreur. Et donc, en fait, je me suis dit, mais en fait, si je passe mon temps à regarder les commentaires, ce qui est intéressant et important, hein, je m'en sors pas. En fait, t'as un mec qui te critique sans justifier quoi que ce soit et qui est méchant, t'as envie de lui répondre. T'as envie de commenter. Mais en fait, si tu fais ça tout le temps, en fait, mentalement, tu vrilles, tu exploses. Donc, en fait, au bout de 4 mois, j'ai arrêté de regarder les commentaires YouTube. Et dans ma tête, j'étais très serein, beaucoup plus serein, tu vois. Tu sens que le joueur de tennis, il a une aigreur vis-à-vis du joueur de paddle ou pas? Parce que moi, il y en a. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'ego. Moi, j'ai rencontré pas mal de tennisman qui commençaient au paddle et à chaque fois, ils se disaient, ouais, on perd contre des mecs qui sont plus nuls que nous. Et tu sais, parce que comme ils viennent du tennis et tu vois, ils ont plus le jeu, où ils ont plus le toucher, ils se disent, putain, comment on peut perdre contre des mecs comme ça? Je pense qu'au début, les joueurs de tennis qui viennent au paddle, ils se voient peut-être un peu trop beaux. Et donc, je pense que des fois, effectivement, quand ils jouent des mecs qui ont zéro technique, mais qui font zéro faute et qui jouent juste, ils jouent les bonnes zones, bah, les tennisman perdent et ils comprennent pas. Mais en fait, suffit un peu de pratique et en fait, pour comprendre, pour analyser pourquoi ils perdent et voilà. Mais oui, je pense qu'au début, les tennisman se voient un peu trop beaux. Mais c'est un sport assez particulier. Je remarque, moi, au tennis, j'avais mon partenaire qui me disait ça tout le temps. Il me disait, tu vas voir, Franck, c'est une mentalité un peu spéciale. On dirait que comme ils sont tout le temps tout seuls, ils sont un peu fous, j'ai l'impression. Tu vois, les tennisman, mec, quand ils cassent les raquettes, ils se cassent leur raquette. Je dis, mais t'as payé une raquette, tu vas casser ta raquette. Ah oui, mais bon. Parce que c'est pas la raquette qui fait le point. Ben non, mais quand t'es énervé, t'as envie de casser un truc. Quoi. C'est ça, ils n'arrivent pas à se contrôler, les mecs. Quoi. Ouais. Mais bon, ça me choque pas, si tu veux. Moi, ça me choque pas parce que je l'ai vécu toute ma vie, en fait. T'as cassé des raquettes? Oui. Beaucoup? Oui. Au paddle, tu casses des raquettes? Non, pas encore. Ah. Non, ça n'est pas encore arrivé. Au tennis, j'en ai cassé beaucoup. En fait, c'est l'âge ou c'est parce que c'est le sport? Pardon? C'est le fait que tu sois plus vieux et que tu prends plus de. Ah non, parce que c'est du loisir pour moi, le paddle. Ah ouais, d'accord. Moi, c'est kiff loisir, le paddle. C'est pas. Tennis, c'était. J'ai commencé à 8 ans. Voilà, c'était quand même mon truc, quoi. Mais moi, je suis un mec très calme sur le court. Voilà. C'est juste que, en fait, durant une année, une saison, vu que je suis très calme, mais j'intériorise beaucoup, à un moment donné, ça explose, en fait. Et c'est explosé 3 fois dans l'année. Voilà. 3 fois, ça va 3 fois. Mais 3 raquettes, quoi. Ça va. Quand tu changes complètement de sport avec une grosse audience, c'est quoi le plus difficile à gérer? Est-ce qu'il y avait des choses tu t'es dit, bon, c'est quand même un pari, tu vois, tu passes d'un sport à un autre? Ouais. Le plus dur à gérer? Ouais. S'il y avait des choses dures à gérer. Non. Tu m'as dit, tout ce que j'ai construit, parce que c'est quand même les gens se rendent pas forcément compte quand ils font tous les créateurs de contenu, moi je respecte beaucoup parce qu'ils se rendent pas compte, c'est du temps, de réflexion, de tournage. Et tu peux te dire, peut-être que toute cette audience que j'ai construit, c'est ce travail que j'ai amené jusque-là, peut-être que je repars un peu à zéro, même si tu vas convertir un peu une audience, tu vois. Non, mais en fait, je me suis pas dit... je me suis dit, oui, je vais forcément perdre un peu d'abonnés, mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire ce que j'aime et c'est le principal, en fait. Comme je l'ai dit, je vis pas pour les abonnés. C'est super si j'en ai 200 000, 300 000, c'est exceptionnel. Mais c'est pas ma priorité. Tu te fais ton kiff, quoi, en vrai. Ouais, moi, je veux faire ce que j'aime dans la vie. Donc, j'ai voulu faire le circuit ATP, reprendre. Et puis, paddle, je voulais vraiment faire ça, quoi. T'as jamais pensé quand t'as fait la bascule, créer une chaîne de paddle? En fait, tu t'es dit, non, je reste sur ma chaîne. Oh, non, franchement, reprendre de zéro, après tout ce que j'ai créé et tout... trop dur. Et puis, si j'avais fait une chaîne de paddle, si j'avais fait
Si je sors un vlog, je fais 2000 vues. Mes sponsors derrière, ils vont me dire quoi Ouais, ça veut dire que tu as aussi emmené tes sponsors tennis avec toi. Exactement. Ah oui. Ils ont tous été partants pour le padel. Ah, c'est bien. Sport émergent, plus qu'émergent. T'as pas eu besoin de les convaincre, ils t'ont suivi. Ouais. Ça veut dire que moi, je pense aussi, après, ils adhèrent à la personne et à ce que tu véhicules aussi. Et puis tout le monde veut se mettre au padel. C'est dans l'air du temps, c'est à la mode. Je pense que ça va durer, moi. Donc les marques aussi veulent s'implanter aussi dans le padel, quoi. Tu penses qu'un jour, le paddle dépassera le tennis ? En termes de quoi ? Licencié ? Je vais te faire une question deux en un. En termes de licencié, mais en termes d'aura. En termes de licencié, je pense. En Espagne, c'est le cas. Dans le paddle, c'est comme ça. Et le tennis, c'est plutôt comme ça, en termes de licencié. Donc, je pense. Après, je sais pas si on peut savoir. Si, on peut savoir, parce que vu que c'est relié à la même fédération, je sais pas trop. Bref, si, on saura, je pense. Et en termes d'aura, non, je pense pas. Pourquoi ? Le tennis, c'est trop d'histoire. Non, je pense pas. C'est the sport, quoi. Ouais. Je pense. Je pense qu'au niveau un événement comme Roland Garros ou des trucs comme ça, c'est tellement puissant encore. Même pour les marques, je pense. Ouais. Trop d'histoire. Tu vois les joueurs, Federer, à l'époque, Agassi, Mats Wilander. Enfin, il y a trop d'histoire, je trouve. Non, trop d'aura. Pas possible. Tu penses quoi des mecs aussi qui, l'autre fois, j'ai vu ça sous un de mes reels Instagram, un mec qui a commenté, qu'il a dit de toute façon, le paddle, c'est le tennis pour les nuls. Ouais. En fait, il a pas tort. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs qui se mettent au paddle, ce sont des tennisman. Qui trouvent le tennis trop dur, qui trouvent que le paddle est trop ludique pour pas s'y mettre, beaucoup plus facile, physiquement. Mais par contre, les prochaines générations, ce sont des enfants qui auront 7-8 ans, qui se mettront tout de suite au paddle, qui font même pas de tennis. Enfin, il y en a qui vont faire ça, tu vois, qui vont se mettre directement au paddle, tu vois, comme les Espagnols. Et donc, ce seront plus des joueurs de tennis qui étaient trop nuls pour le tennis, qui se mettront au paddle. Ce seront des joueurs de paddle tout de suite, tu vois. Donc en fait, c'est normal. Là, aujourd'hui, c'est les joueurs de tennis qui se mettent au paddle. Ouais. Et les footballeurs, et les pongistes, etc., tu vois. Mais voilà. Les générations d'après, ce ne sera pas le cas. T'as déjà croisé des jeunes, toi, que tu as trouvé vraiment très, très forts en tournoi ? Quand je dis jeunes, 17, 18, 16, 17... Oui, tous les grands joueurs, là. Enfin, tous les grands joueurs. En France, là, Guy de Chamisso, Huard de Lamar, Perrault, Bernard, qu'on a joué avec Lem, les mecs comme ça, quoi. Très bon. Ça devient costaud, ouais. Aujourd'hui, tu te considères plus comme un joueur ou comme un créateur de contenu ? Oh, les deux. Tu passes plus de temps sur un terrain ou derrière la caméra ? Paddle derrière le terrain. Sur le terrain. Enfin, un mix là. Sur le terrain. Ah ouais. En fait, mes tournois, c'est que le week-end. Alors, en fait, au tennis, un tournoi ATP, c'est sur une semaine. C'est un match par jour. Tous les jours, on va dire. 5 matchs pour aller en finale, pour gagner. Donc, en fait, je faisais une vidéo par jour. Donc, quand j'allais en finale, je pouvais faire 5 vlogs. On sortait tous les 3 jours. En fait, j'allais en finale, j'avais sur 15 jours, voilà, mon quota de vidéos. Voilà. Et derrière, j'enchaînais une autre semaine, un autre tournoi. Et si j'allais en demi-finale, j'avais encore 4 matchs et 4 vlogs, tu vois. Donc, si je jouais très bien sur 2 semaines, je pouvais avoir pendant un mois un vlog tous les 3 jours. Et du coup, et voilà. Alors qu'au paddle, c'est différent. Je ne vais pas faire un vlog pour un match. Ouais. Je fais un vlog un jour. Un tournoi. Ouais, un vlog un jour. Tu vois, si je fais 8e quart le samedi, c'est un vlog. Et demi et finale, un deuxième vlog. Du coup, j'ai plus que 2 vlogs par semaine. Mais s'il y a un week-end où il n'y a pas de P1000, bah là, je suis un peu dans la merde, tu vois. Par exemple, là, il y a eu 2 week-ends off, parce qu'il y a eu, je crois, la N2, je crois, et un autre week-end, il y a eu je sais pas quoi. Là, ce week-end, j'avais fait un P2000 à Toulouse, mon partenaire a fait forfait parce qu'il s'est blessé. Bah là, j'ai 3 week-ends, et j'avais 3 week-ends sans vlog, quoi. Heureusement que j'avais bien joué avant, donc j'en avais. Mais là, tu vois, je vais avoir une semaine et quelques jours sans vlog, tu vois. Tu essaies de respecter un calendrier, j'ai du mal. Ouais. Un calendrier de publication, c'est-à-dire que tu
Des fois, tu as une stratégie éditoriale? Ah ouais, moi, c'est une vidéo tous les 3-4 jours max. Ok. Un vlog tous les 3-4 jours max. Ouais. Et tu fais comment? Tu regardes tes vidéos, tu les contrôles ou tu fais vraiment Moi entière confiance à ton monteur? Alors, au début, évidemment, je me rappelle encore de la première vidéo, le premier vlog qu'on a sorti avec le vidéaste. Ça, on a mis 15 heures, il y a eu une V1, une V2, une V3, il y a eu beaucoup de retours. Mais maintenant, en fait, c'est le même vidéaste. Donc, Ça fait combien de temps que tu travailles avec lui? Bah, ça fait depuis 2022. Ah ouais, d'accord. En fait, il connaît par cœur. Donc, en fait, des fois, la vidéo, elle sort. En fait, je remarque qu'elle est sortie au bout de 2 jours après, en fait. Et je ne l'ai pas encore vue. Tu te commandes toi-même, des fois? De quoi? Tu te commandes toi-même? Si je commente la vidéo YouTube? Non, je déconne. Ouais, t'étais pas ouf sur ce match. Par contre, je fais une voix off sur les matchs. Ah, d'accord. Voilà. Super. Si tu te projettes, c'est quoi ton objectif réel dans le paddle? En termes de joueurs, mais aussi en termes d'influence. Ouais. Alors, joueur, moi, j'aimerais bien top 30 avant la fin d'année. Voilà. Donc, je crois, il faut 12 000 points. Donc, gagner 12 P1000. Ou joue bien un joueur 1500 et 2000. Top 30, je pense que c'est jouable. En tout cas, je vais essayer. Commencer les FIP. Faire une petite dizaine avec Clément, là. Et puis, l'année prochaine, à voir. Et à voir si je me lance beaucoup plus sur les FIP, si je délaisse un petit peu le circuit français, ou si je fais un mixte, 50-50, 60-40 France, à voir. Et puis voilà. Et puis influence, objectif, je kifferais bien avoir 100 000 sur Instagram. J'ai dit, c'est pas prio 1, les abonnés et tout, mais 100 000 sur Instagram, c'est quand même un petit kiff. C'est quand même, voilà. Là, t'as combien sur YouTube? 130, 140? 136, je crois, sur YouTube et 92 sur Instagram. Mais 100 000 sur Instagram, c'est quand même une consécration, quoi, je trouve, parce que c'est du taf, quoi. Et surtout, c'est une niche. C'est une niche, c'est du taf, et j'y suis depuis 2021, je crois. Et puis, bah, mine de rien, ce que je fais, moi, c'est un kiff. Je prends pas ça comme un métier. Mais mine de rien, c'est aussi un business. Mais bien sûr. Faut que je gagne ma vie derrière. Enfin, tu vois. Et donc, je pense potentiellement que des marques regardent des comptes Instagram qu'à partir de 100 000 abonnés, tu vois. Donc, à voir si au bout de 100 000 abonnés, ça fait quelque chose ou pas. Et puis, voilà. Et là, tout ça tourne autour de du fait que tu joues. Mais si demain, tu joues plus? Pour quelle raison je jouerais plus? Bah, je sais pas, t'es trop vieux, t'as plus envie de jouer ou quoi que ce soit. Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, trop vieux, pas encore. Première réponse. J'ai plus envie de jouer, ça n'arrivera pas, c'est sûr. Donc, je pense que moi, il me reste. J'ai encore, je pense, j'ai 34 là, 35 en septembre. Je pense que j'ai encore 3, 4, 5 ans, tu vois, à jouer à ce niveau-là, je pense, tu vois. Donc, 3, 4, 5 ans de création de contenu, de trucs, tu vois. Là, j'ai un tout nouveau concept, c'est P500 Business. C'est pas P500 Coaché, c'est business. C'est-à-dire que là, j'ai amené le fondateur de Limova. Exceptionnel. Ouais. Tu connais Limova? Bien sûr. Ouais. T'as pas vu ma vidéo? Ah non, je l'ai pas vu. Ouais, voilà, tu vas regarder. J'ai joué avec lui à Forest-Hill, à Marne. Et du coup, on fait un P500 ensemble, pardon. Je le coach, évidemment. Et puis, on parle de son entreprise. Exceptionnel. Voilà. C'est un placement de produit, mais en même temps, voilà. Dans le jeu. C'est-à-dire que c'est pas juste tu parles du produit, le mec, il incarne. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, tu regarderas la vidéo, elle est assez sympa. Tu me diras ce que t'en penses. Et ça, c'est le gars de Limova qui vient te chercher parce qu'il joue pas là, c'est lui qui m'a écrit. Il a écrit à mon agent, qui est mon frère. Et puis, en fait, on a eu cette idée-là de concept. P500 Business. En fait, on a copié entre guillemets, les gens de business. Ouais. Qui amènent des entrepreneurs, des mecs qui ont réussi, qui veulent parler de leur business, etc. etc. Et nous, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas ça en P500 en fait? On joue avec le gars, on fait un tournoi, on kiffe, je le coach, on met les micros, on entend tout. Et puis, tu vois, il y a 3 jeux qui se passent. Et puis là, on passe dans une salle comme ici. Et puis, on parle de son business, combien de chiffre d'affaires, comment il a fait, d'où il vient, etc. etc. Exceptionnel. Et derrière, ça repasse sur le match. Et tu vois, il y a des allers-retours comme ça. Et t'en as d'autres que tu vas faire? T'as déjà des contacts pour faire d'autres? On est en train de voir, on est en train de chercher. On a écrit à des gens. Ouais, c'est une super idée. Ouais. Et au niveau de la FFT, si t'avais un rôle à prendre dans le paddle, tu prendrais un rôle ou pas? Je pense pas. Non. Pour quelle raison? Parce que si je bosse à la Fédé, même ailleurs,
je vais être salarié et je vais avoir des heures à faire, je vais devoir aller au bureau, etc. Tout ce que je veux pas. Moi, là, je kiffe ma vie. Je fais ce que je veux, à l'heure que je veux. C'est tout ce que je demande. Franchement, ouais. Non, c'est... Monter un centre, une gamme de textiles, tout ça? Alors, textile, j'ai fait. Notamment quand j'ai fait Roland Garros en 2024. Ça s'appelle Les Breakers Off sur Instagram. C'est une balle de tennis avec un cœur. Ah oui. Ça, c'est tu l'as porté dans certaines vidéos. Ouais, à l'époque. Ça, c'est ma marque, je l'ai déposé, etc. Je le fais plus trop là, parce que j'ai plus trop de temps et bon, on va pas se mentir, les marques de vêtements. Alors, ça a été très très bien quand je faisais Roland Garros, parce que j'étais vraiment dans le domaine tennis, etc. J'étais en plein dedans. Ça a beaucoup moins bien marché après, parce que j'étais moins implanté tennis. Donc pas du tout rentable, donc beaucoup de boulot pour rien. Donc là je vais faire une petite pause. Je verrai si par la suite je le referai, mais pour l'instant non. Il n'y a pas une Technifibre aussi, les breakers? Si, c'est avec mon logo du coup sur le... Voilà, sur la tranche. L'autre fois j'ai vu un mec en tournoi, il l'avait. Ouais, c'est ça. Ah ouais, exact. Donc ça veut dire que Technifibre, ils t'approchent pour qu'ils aient une série limitée de raquettes, les breakers? Non, en fait c'est avec paddlereference.com. D'accord. Et Technifibre. Et nous trois, en fait, on a travaillé en collaboration pour avoir l'édition limitée Curvasoft fois les breakers. Quoi. Et ils en ont fait combien? 200, je crois. Exceptionnel. Voilà. Très bien. Qui tu aimerais voir sur le podcast Alpha Paddle sur ce fauteuil pour parler du monde du paddle? Le chiquitaire, j'aimerais rien. Quand même. On dit ça parce qu'il est juste à côté, en vrai. Le truc. C'est exceptionnel, ça. Non, alors, qui j'aime? Je sais pas, un petit Léo Poulain. Ah, Léo Poulain. Intéressant, Léo Poulain. Ouais. Parce qu'il a eu un objectif, il a pas réussi à l'atteindre, il était tout proche, il a bifurqué sur autre chose. J'ai vu, il a sorti une vidéo où il est à Bali. Ouais, sur Bali, toi, maintenant, autre concept, autre truc dans le paddle. C'est intéressant. Ok. Maintenant, je vais te proposer une séquence un peu spéciale. Tu poses une question au prochain invité sans savoir de qui il s'agit. Ah, ok. Juste, tu regardes la caméra ici. Attends. Je sais de qui il s'agit, moi. Non, mais ça ne sera pas forcément le prochain. C'est moi qui la découperai et qui la poserai à une personne. Donc, je ne sais pas qui c'est, mais je pose une question. Je ne sais pas qui c'est. Tu poses une question, mais simplement, ta question, elle doit être un peu marquante, voire même un peu dérangeante pour le titiller un petit peu. Ah ouais. Alors, tu m'avais envoyé les questions à préalable. Celle-là, j'ai pas fait gaffe, celle-là. Donc, je n'ai pas préparé. Mais si je sais pas qui c'est cool parce que j'aurais pu orienter un peu en c'est ça qui est sympa. Ah ouais, alors on va peut-être faire un petit cut là. Si tu veux. Voilà, si c'est bon, j'ai une idée. C'est bon. Je te laisse l'adresser à la caméra. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui se mettent au P500 coaché. En ce moment, je sais qu'il y a quelques petits débats dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Voilà. Bonne question parce que ça fait énormément parler. Maintenant, on va passer aux questions qui piquent. Est-ce que tu as vu cette séquence ou pas? Tu as déjà vu cette séquence? Non, pas encore. C'est très simple. Je vais te poser une série de questions. Ouais, qui piquent apparemment. Qui piquent. Ouais. Tu dois répondre uniquement par oui ou par non. Ok. Et tu as le droit à un seul joker. Ok. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Très bien. Est-ce que ton niveau actuel au paddle est encore loin de ton niveau que tu avais au tennis? Oui. Est-ce que certains joueurs de paddle te voient comme un tennisman reconverti plutôt qu'un vrai joueur de paddle? Oui. Est-ce que ton passé dans le tennis t'a donné un avantage énorme sur les autres joueurs de paddle? Oui. Est-ce que tu penses que sans ton passé dans le tennis, tu serais aujourd'hui à ce niveau de paddle? Non. Est-ce que tu as déjà sous-estimé le paddle en arrivant dedans? Non. Est-ce que tu es plus fort que le chick-hitter? Oui. Est-ce que tu gagnes aujourd'hui plus? Oh. Est-ce que tu gagnes aujourd'hui plus grâce à YouTube que grâce au paddle? Oui. Est-ce que ton contenu est aujourd'hui indispensable à ta carrière sportive? Oui. Est-ce que tu serais prêt à arrêter la compétition si ton contenu fonctionnait encore mieux sans ça? Non. Est-ce que certains joueurs de paddle sont meilleurs sur le terrain, mais moins visibles que toi? Oui. Est-ce que la visibilité est aujourd'hui aussi importante que le niveau dans le paddle? Vas-y, répète. Est-ce que la visibilité est aujourd'hui aussi importante? La visibilité en général est aussi importante que le niveau dans le paddle? Non. Est-ce que la FFT prend des bonnes mesures pour le paddle?
Je sais pas, Joker. Parce que je sais pas quelle mesure ils prennent. Est-ce que tu penses que le paddle permet plus facilement de vivre que le tennis pour un joueur comme toi? Non. Ah, pour un joueur comme moi. Pour un joueur créateur de contenu. Oui. Slash créateur de contenu. Non. Est-ce que tu as déjà pris plus de plaisir à filmer du contenu qu'à gagner un match? Non. Est-ce que tu penses pouvoir atteindre le très haut niveau en paddle? C'est quoi le très haut niveau? Bah, c'est 1-2, quoi. 1-2? En français. Non. Est-ce que ton projet est aujourd'hui plus orienté carrière sportive ou carrière de créateur? Carrière de créateur. Est-ce que tu penses pouvoir gagner un P2000 d'ici 1 an? 1 an? Oui. il se marre, le cheat. C'est avec toi, mec. Oh, respecte. Dernière question et non des moindres. Le tennis a-t-il déjà perdu la bataille face au paddle? Ah, c'est dur. Pas dans le bon sens, hein. Allez, oui.